Ok, donc bienvenue à tous dans notre quatrième séance de retrouvailles de la communauté des auditeurs, soit par le biais de l'IM, soit par le biais de l'INTD, soit par le biais de vos invitations à vos collègues, puisque je vous rappelle que vous êtes complètement les bienvenus à inviter qui vous voulez à ces séances. Elles sont complètement ouverte et plus on est de fous, plus on rit parce que c'est vraiment un moment d'échange d'expériences. Donc aujourd'hui, on a choisi pour la séance de parler de l'analyse de la complexité du changement. Et petit kick-off, petit démarrage, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la complexité du changement? Donc si avec votre smartphone, vous flashez le QR code, euh, vous pourrez répondre à un petit forms qui est caché derrière. Ça devrait s'ouvrir tout seul. Vous n'avez pas besoin de vous connecter, vous n'avez besoin de rien. Normalement, ça doit juste vous afficher un petit truc tout simple avec les 6 valeurs qui sont proposées là. Un truc qui ressemble à ça. En fait, vos réponses sont assez homogènes. Vous êtes 3 à avoir répondu la complexité d'un changement, c'est la foule à aligner, c'est ça qui fait la complexité. Et une autre personne a répondu, c'est un brouillard menaçant. En fait, ce qui est intéressant dans l'évaluation de la complexité, c'est que c'est quelque chose qui peut être très riche à partager avec le sponsor pour le motiver à vous donner un coup de main, à jouer son rôle de sponsor. Vous vous souvenez que pour Cotter, y a 2 éléments vraiment fondamentaux à la conduite du changement. Le premier, c'est de créer un sentiment d'urgence, soit d'urgence négative par la plateforme brûlante, soit d'urgence positive et notamment dans sa dernière édition du livre qu'il a appelé Accelerate maintenant, qui est vraiment l'idée de la grande opportunité qu'il ne faut surtout pas rater. Donc ce sentiment d'urgence d'un côté, et le deuxième élément clé de la conduite du changement, c'est qu'il y ait un sponsor qui fasse son boulot de sponsor, qui intervienne pour porter la vision au moment clé du projet. Et donc évaluer la complexité, ça vous permet, vous, de vous dire, bon, ok, faut que j'investisse ou pas tant que ça, et ça vous permet de rationaliser une discussion avec le sponsor. Et quand je dis rationaliser, c'est vraiment ça. Et on va le faire en pratique sur le cas sportif qu'un certain nombre d'entre nous avons vécu déjà pendant le master, que je vous ai renvoyé dans le chat, qui est un cas de conduite du changement, je dirais, extra-entreprise. L'idée étant qu'un groupe de communes, un groupe de communes rurales, mettent en commun l'ensemble de leurs éducateurs sportifs et de leurs installations sportives et un système de transport permettant à chaque enfant de l'ensemble des communes de choisir librement le sport qu'il va pratiquer, le sport en activité périscolaire qu'il va pratiquer, sans être limité à ce qui est disponible dans sa commune, mais en ayant accès à tout ce qui est disponible dans toutes les communes. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise effectivement ce cas qui est assez simple et qui ne suppose pas de préconnaissances techniques et moins encore de préconnaissances sur le droit des communautés territoriales et autres. Hein. L'objectif est juste de réfléchir dans une approche de conduite du changement de bon sens. Et pour ce qu'on va mettre en pratique, c'est un outil élaboré par le cabinet ProSky. Et ce cabinet que j'ai déjà cité pendant le cours, qu'on a déjà vu rapidement pendant le cours, parce que c'est lui qui est l'auteur de la méthodologie ADKAR, disant on passe d'une étape à une autre dans la conduite du changement. On commence d'abord par rendre le changement perceptible, donner conscience de la nécessité de changer, le awareness, prise de conscience, puis créer le désir de changer, le D de désir, le K de knowledge, expliquer aux gens comment et quoi faire pour changer, ability, leur donner non seulement les connaissances, mais les moyens de changer, et R comme reinforcement, ancrer le changement. Et dans l'ensemble d'outils très structurés de ProSky, il y a 2 outils
que j'ai décliné dans le fichier Excel que j'ai partagé avec vous. Et on va juste en voir un aujourd'hui qui est l'un des onglets qu'on a appelé risque. Contrairement à ce que certains ont affirmé pendant quelques temps, c'est pas un moyen de dimensionner automatiquement l'effort de conduite du changement. On ne peut pas dire que parce que le résultat de l'analyse de risque est à tel niveau, alors il faut mettre tant de pourcents du budget du projet. Je crois sincèrement par expérience que ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, ça vous permet de vous dire, OK, nous avons, avec ce projet de conduite du changement, avec ce projet de transformation, un certain nombre de risques. Ces risques viennent plutôt du changement lui-même, viennent plutôt de l'organisation sur laquelle ce changement s'applique. Et là encore, c'est un moyen de partager cette perception avec l'ensemble de l'équipe projet et avec le sponsor et d'être guidé dans sa démarche ultérieure. Quels sont les critères d'analyse? Ils visent à positionner le projet sur ces 4 cadrans. Un cadran lié à la complexité du changement, à l'étendue du projet, depuis un petit changement incrémental, c'est-à-dire on n'a pas un phénomène de rupture, on est juste en train de déformer quelque chose qui existe. Ça pourrait être typiquement le cas quand on a des développements informatiques en mode agile, où on ajoute des petites fonctions à des petites fonctions par amélioration successive. À l'inverse, le grand projet disruptif, c'est typiquement quand une société en rachète une autre et que les nouveaux arrivants, splooch, tombent dans le grand bain. Ils vont pas tomber progressivement en mettant un orteil puis 2 orteils dans le bain. Non, ils sont d'un seul coup complètement dans la nouvelle société. Et donc ça, c'est l'étendue du changement, la complexité du changement en tant que tel. Mais comme on l'a vu quand on a parlé de culture, une organisation a aussi une influence extrême sur le niveau de complexité, sur le niveau de risque d'un projet. Certaines organisations sont maintenues dans un état d'agilité, de capacité à changer très important. C'est ce que Peter Senge appelait les organisations apprenantes depuis les années 90. Et puis, on connaît tous des organisations qui sont extrêmement résistantes au changement. Tout ministre de l'Éducation nationale français sait à quel point son ministère est particulièrement agile, prêt à changer, positif face à n'importe quel changement. Vous pourriez prendre d'autres exemples probablement dans vos vies personnelles et professionnelles. Vous avez rencontré des organisations plus ou moins à l'aise, plus ou moins agiles face au changement. Et quand vous savez par anticipation qu'il va y avoir de grands changements, si vous savez par exemple que votre entreprise va entrer dans une logique de croissance externe ou au contraire va rentrer dans une logique de j'ai besoin de me faire racheter parce que X, Y, Z raison, développer l'agilité de l'entreprise peut être une méthode, une approche très efficace, bien avant que le projet de changement soit lancé. C'est se donner les conditions du succès avant même qu'on sache qu'on va devoir changer. Et donc, je vous propose de parcourir avec le fichier que j'ai mis dans la conversation WhatsApp, chacun dans votre coin, si j'ose dire, pendant une dizaine de minutes, ces 2 dimensions avec des critères qui sont, comme vous le voyez là, totalement explicites. Donc, j'ai pris les critères qui sont uniquement en anglais de WhatsApp, je les ai passés en français. J'ai parfois un tout petit peu adapté la phrase en fonction de mes croyances, mais très marginalement. Et donc l'idée, c'est vraiment, et les chiffres, et de mettre un score dans la première colonne. Les scores qui sont là n'ont rien à voir avec le projet Sporty. Hein, ce sont des vraies valeurs d'un tout autre projet. Par contre, dans l'Excel, si vous l'avez rechargé récemment, vous avez peut-être des chiffres différents. Donc, on ne va pas parcourir toutes les lignes ensemble. Ce que je vous propose, c'est de le regarder et de le remplir au mieux. Et pendant que vous le remplissez, donc sur
les deux faces de l'onglet. Quand vous ouvrez le fichier, ça va ressembler, pardon, je vais vous montrer le fichier, il va en fait ressembler à ça, hein. Voilà le fichier tel qu'il est réellement. Donc vous ouvrez le deuxième onglet, l'onglet risque, et vous rentrez des chiffres de 1 à 5 sur le score, qui est la première colonne, avec une proposition de signification du 1 et de signification du 5 pour que vous ayez un moyen de travailler sur une base raisonnable. Ma recommandation, quand vous utilisez ça opérationnellement, ce que je fais assez systématiquement, c'est que plusieurs membres de l'équipe de projet, avec un état d'esprit de tournée conduite du changement, bien sûr, remplissent le tableau séparément et viennent ensemble pour regarder ce qu'on va faire tout de suite. Vous remplissez votre version, vous mettez le résultat dans un Forms dont je vais vous mettre le QR code dans un instant. Et pendant que vous faites ça, n'hésitez pas à vous démuter pour poser des questions si telle ou telle caractéristique, telle ou telle ligne du tableau vous semble pas claire, ou si vous avez des questions pour voir comment le remplir. Sachant que ça n'est pas une science exacte, ça n'est pas du tout de l'astrophysique ou autre où on aurait une valeur super précise à mettre, c'est un ordre de grandeur qui vous aide à positionner, à vous faire une idée de la complexité du projet, et automatiquement, quand vous allez rentrer vos chiffres, ça va vous positionner le petit point bleu là où il fait sens pour chacun de vous. Une remarque, et je vais vous laisser bosser, quand vous avez l'impression, et ça peut être totalement vrai, qu'une ligne s'applique mal au projet Proski, au projet Sporty, mettez la valeur 3, la valeur intermédiaire, ou mettez la valeur qui vous semble la plus raisonnable. Une fois de plus, ça n'est pas une science exacte, c'est un moyen de réfléchir en observant différentes dimensions. Donc, je m'arrête de parler pour 5 minutes, sauf pour répondre à vos questions. Je vous laisse travailler jusqu'à 12h30 sur le fichier que vous avez dans le WhatsApp. Haha, amusant. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Donc, je vais, disais-je, partager le résultat. Suspense, insoutenable. Côté perception de l'organisation, on sent qu'il y a quand même une perception commune autour de l'axe, autour de K. Donc vous êtes, c'est pas une organisation monstrueusement rigide, c'est pas une organisation monstrueusement facile, et chacun de nous peut avoir une perception différente avec les informations qui sont données pour le cas. C'est tout à fait normal, naturel et logique que vous ayez des perceptions un peu différentes autour de la moyenne. Ça, j'allais dire intuitivement et en tant qu'auteur du cas, ça me semble tout à fait naturel. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur le changement, là, vous êtes beaucoup plus tranché dans une diversité d'opinions, avec une moyenne à 4, qui serait donc autour de 44, qui, là encore, serait à peu près sur l'axe, mais avec une personne qui perçoit le changement comme étant plus violent. Et typiquement, dans un projet, ça serait vraiment le moment de poser la question à la personne qui a une perception significativement différente, de bien vouloir s'exprimer sur qu'est-ce qui fait que pour elle, le changement est du côté d'un chiffre, elle a trouvé un chiffre du côté de 60. Qu'est-ce qui, pour elle, rend ce changement important, complexe, etc. Non pas d'un point de vue scolaire, mais bien parce que ça veut dire qu'il y a une perception intéressante là, qui probablement ne sera pas que la perception de cette personne, mais bien la perception d'un certain nombre de parties prenantes. Donc la personne qui a dit ça, si elle veut bien se démuter, on est tous preneurs d'un petit bout de commentaire.
un ou deux commentaires. Donc, c'est assez logique que l'écart soit pas extrêmement important. Dans un projet réel sur lequel je travaille en ce moment, non, un projet réel sur lequel je travaille en ce moment, le résultat de ce travail a été à 1 point. Sur les 70, à 3, on avait exactement les mêmes valeurs à 1 près sur chacun des 2 axes, parce qu'on connaissait de la même manière les structures concernées et le changement concerné. Dans d'autres cas, par exemple, quand une structure est très répartie, très diverse, et que vous demandez à des gens qui viennent de structures diverses, il est tout à fait naturel qu'il y ait des perceptions très différentes. Si vous faites cet exercice-là, par exemple, en début d'intégration de 2 sociétés qui arrivent avec des cultures très différentes, celle qui a l'impression qu'elle va devoir abandonner toute sa culture et celle qui dit c'est pas grave, je vous avale et tout va bien pour moi, bien que les conducteurs du changement devraient prendre en compte ces 2 postures et ne pas se poser juste la question sous l'angle de les gens qui m'entourent vont être comme ça, mais bien l'ensemble du changement, ça peut donner lieu à des écarts et c'est vraiment important de discuter ces écarts pour les comprendre. Donc c'est un chouette outil pour démarrer la compréhension au sein de l'équipe projet de la complexité du changement. C'est un chouette outil pour partager cette complexité avec le sponsor et l'engager. Vous voyez que pour moi, compte tenu de ma lecture du cas, on est sur un changement de complexité globalement très moyenne et par contre avec une organisation qui n'est pas forcément souple et adaptée au changement. Je suis pas sûr, par exemple, que les maires, que les instituteurs qui vont avoir un rôle important dans l'accompagnement du changement sportif soient complètement entraînés et désireux d'aller là, ce qui vous explique qu'on est dans un risque moyen plutôt lié à la réticence au changement et aux rigidités de l'organisation qu'à la complexité du changement en tant que tel, qui, somme toute, n'est pas si monstrueuse que ça. Des commentaires, des réactions par rapport à ce que nous venons de partager? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur les projets sur lesquels vous travaillez, est-ce que vous pensez que ça vous apporterait quelque chose et à quelle étape vous pensez que ce travail peut vous apporter quelque chose? Est-ce que tu m'entends, Jean? Oui, Oui, juste une petite question. Moi, je trouve que le travail est très intéressant parce que ça a le mérite effectivement on va dire de concrétiser, les choses et de pas rester effectivement dans le côté nébuleux que ça peut avoir ce genre de démarche. Tu évoquais le fait que tu l'avais, mis en pratique sur un projet sur lequel tu travailles actuellement. Je serais intéressé de savoir, ce questionnaire finalement tu l'as fait remplir par, quel profil et à peu près à combien de personnes là, dans cet exemple que tu cites? absolument. Alors, on est très tôt dans le projet sur lequel je travaille en ce moment et pour des raisons de confidentialité, je ne suis pas en mesure de le partager avec beaucoup de monde. Donc, pour te répondre, je l'ai partagé avec 4 personnes qui OK, travaillent avec moi sur la conduite du changement et qui appartiennent à l'équipe projet et qui sont sous accord de confidentialité. OK et donc, je vais aller Dans un environnement plus ouvert, on pourrait imaginer d'avoir une dizaine ou une quinzaine de personnes. Mais à la base, c'est un outil pour l'équipe projet. et est-ce que tu envisages de refaire cette analyse à plusieurs étapes clés, sur plusieurs jalons de ton projet? Je tiens à assurer l'honorable assistance que nous n'avons pas préparé cette question et que mais la C'est la transition? transition est juste parfaite, Alain. La réponse est clairement non. Cette évaluation-là n'est pas très intéressante à retravailler. Par contre, dans le fichier, vous avez une autre évaluation qui s'appelle le Project Change Assessment, qui, elle, et qui vise à positionner le changement sur 3 dimensions. La dimension du leadership, de l'engagement du sponsor, une dimension autour des actions et des acteurs de la conduite du changement. Est-ce qu'on a pu mettre une équipe? Est-ce qu'elle a les moyens? Est-ce que voilà? Et une troisième dimension qui est le projet lui-même.
est-ce que le projet est conduit de telle et telle manière. Et cet assessment-là, cette évaluation-là, que tu vas faire, à mon avis, de manière un peu plus large, elle est toujours très conduite du changement centrique, si j'ose employer ce terme-là. Mais c'est vraiment quelque chose que tu peux faire avec toutes sortes de membres de l'équipe projet, voire les ambassadeurs. Ça ferait sens de demander aux ambassadeurs. Et là, vous avez, quand vous déroulez ça, c'est l'onglet précédent, Project Change Assessment. J'ai passé en français, pareil, le schéma. Et en fait, là, c'est un schéma qui est inspiré de ProSky, mais j'ai trouvé une version libre faite par l'Université de New York. Donc, en fait, ça, c'est pas le document ProSky, c'est le document New York University, NYU, que j'ai passé en français, puisque New York, par un manque incroyable de bonne volonté, avait laissé son fichier en américain. Et là, j'ai pas de problème de copyright. Donc, je le diffuse avec une grande sérénité. Et vous voyez que là, vous avez vraiment des valeurs qui vont changer. Le changement à un sponsor exécutif, bah, peut-être qu'au lancement, non. Et puis qu'à force d'insister, oui, il y en a un qui va se mouiller. Ou bien, cas que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, le sponsor, ouais, je suis là et je fais tout au début du projet. Et puis il s'aperçoit que le projet, en fait, est vachement plus compliqué et, somme toute, sur son contenu, marche moins bien que ce qu'il attendait et s'enfuit en courant. Donc, là, pour le coup, cet assessment-là, ma recommandation, c'est effectivement de le refaire régulièrement selon la durée du projet, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Certains des éléments sont très difficiles à partager. Je ne suis pas du tout sûr que vous partagiez le résultat sur l'intranet de la société. Parce que dire que le sponsor s'est enfui en courant n'est pas forcément un message que vous avez envie de communiquer. Par contre, au sein de l'équipe projet, tout le monde est au courant, donc ça fait vraiment sens. Donc oui, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire régulièrement parce que la valeur initiale n'est pas stable. Au contraire, votre boulot de conducteur du changement, c'est d'améliorer les choses. Et je finis là-dessus et je vous repasse la parole. ProSky dit un truc extrêmement violent, dit en fait, on doit être largement au-delà de 40 sur 50. En dessous de 35, le projet est vraiment en risque. Et un projet réel qui est ici est un projet dont je ne dirais pas qu'il est mal barré, mais c'est un projet sur lequel il faut vraiment bosser dur sur la conduite du changement parce que cette valeur dit on n'est absolument pas là. Il y a vraiment un énorme chantier à lancer. En gros, le seuil, ProSky dit sur sa version à lui, que si on est en dessous de 80% du total, bobo. Il y a un truc, il va falloir vraiment, vraiment bosser dur. Début d'alerte à 70% et retroussons les manches sérieusement à 80%. Merci pour ta question, Alain. Elle permet de faire la transition, faire l'autre fichier que je voulais juste introduire. D'autres questions, remarques? Je suis désolée, moi je suis arrivée en retard, mais j'ai une petite question pour l'ancien tableau. Peut-être que ça a déjà été dit, mais sur l'onglet caractéristiques du changement, est-ce que il y a des personas qui sont faits pour pouvoir avoir, parce que c'est pas la même chose pour tout le monde. Absolument. Du coup, mais c'est fait en fonction de persona ou... Ben non, c'est pas en fonction des personas parce que on fait un rating de l'ensemble du projet. Donc c'est à toi de te dire, du fait des personas que j'ai intuités ou déjà identifiés, ça va être bon, il y a une persona, mais ça couvre 3 personnes physiques qui souffrent vraiment, qui a un vrai problème, mais l'immense majorité des gens, c'est un non-événement. Donc je vais effectivement décaler cette ligne vers c'est pas dramatique. Voilà, c'est une valeur moyenne. Médiane, la difficulté voilà. C'est le bon sens qui te permet de pondérer. Ok, très bien. Si tu as un petit nombre de gens super influents qui souffrent beaucoup, par exemple, tu vas effectivement privilégier le fait que sur les lignes liées à l'importance du changement, tu vas dire le changement est extrêmement important. Parce que pour ces gens très influents, le changement est très important. Ok. C'est semi-scientifique, on va dire. Tu n'as pas un tableau par persona, c'est bien un tableau pour l'ensemble du changement, ce qui induit inexorablement la question que tu as à juste titre posée. D'accord.
Et c'est très compliqué, par parenthèse, quand tu es dans un environnement multiculturel. Parce que déjà, quand tu es avec des personas différentes, tu as raison, enfin des personas qui ont le même profil socio, ce que tu veux, socio-dynamique, professionnel, etc. Mais si en plus ces personas sont dans des cultures très différentes, que ce soit des cultures d'entreprise ou des cultures nationales au sens extra-entreprise, ça rend cette évaluation complexe et il faut vraiment avoir des représentants de ces cultures dans les gens qui vont faire ce tableau avec toi. Sinon, tu risques de te gourer. Je vais vous donner un exemple réel. Il y a quelques années, j'ai travaillé sur l'intégration de la société Bull chez Atos, quand nous avons racheté le groupe Bull. Et sur les postures managériales, après quelques semaines où on avait créé la confiance avec les ambassadeurs d'origine Bull, ils m'ont dit, mais Jean, il y a un truc vachement important, et à l'époque, je n'utilisais pas ce tableau, mais en termes de compréhension du changement, ça aurait dû rentrer dans l'une ou l'autre de ces lignes-là. Ils m'ont dit, tu sais, Jean, il y a un truc qui nous frappe, c'est que vous, culture des managers Atos, vous dites toujours oui quand on vous dit de faire quelque chose, mais vous ne le faites pas, tandis que nous, on dit non, mais une fois qu'on a été convaincu, on le fait. Ça apparaîtrait quelque part dans le fait qu'on est dans une rupture assez radicale du style de management, par exemple. Et pourtant, pour certaines parties prenantes, pour certaines personas, c'est un non-événement, et pour d'autres, oui, c'est un vrai sujet. Donc, il y a un effort d'abstraction. Il y a un premier effort d'abstraction quand tu passes de l'analyse d'impact d'une sous-famille, d'une partie prenante élémentaire, en quelque sorte, à une persona plus globale. Et puis ensuite, tu regroupes toutes les personas dans cette analyse-là. Merci Mariam pour ce point. C'est un point important et qui n'est pas du tout lié au fait que tu sois arrivé plus tôt ou plus tard. C'est un point tout à fait important à partager. D'autres questions, d'autres réactions, d'autres remarques ? C'est pour ça qu'il faut le faire sur un cas réel, parce qu'en effet, tant que tu es dans la théorie, ta remarque qui est fondamentalement vraie, hein, mais donne l'impression qu'on va être avec des chiffres complètement différents quand tu interviews 4-5 personnes. La réalité donne en fait pas du tout ça. Il y a un alignement beaucoup plus important. Et quand il y a un désalignement, ce que j'ai pas vu souvent, mais si désalignement, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un biais de perception, il y a un biais cognitif entre une partie de l'équipe et l'autre, et c'est important de le comprendre. Et a priori, on ne sait pas si c'est celui qui est tout seul à avoir une valeur différente qui a raison ou tort. C'est juste qu'il perçoit peut-être un angle auquel on n'avait pas pensé. Oui, finalement, ce qui est aussi intéressant de constater, pour rebondir aussi sur ce que dit Denis et ce que tu dis Jean, c'est que finalement on se rend compte avec ce genre d'exercice que on est capable de quantifier des choses qui sont de l'ordre de la perception et qu'on est capable d'arriver à des choses qui finalement ont une certaine tangibilité. Ouais. Et l'exercice est très intéressant en ce sens. Absolument, Alain. Et c'est notamment très utile quand tu es, comme certains d'entre nous, face à des boîtes d'ingénieurs et sur lequel la perception et tout ce qui ressemble à de l'émotion est considéré comme « Oh mon Dieu, de quoi parle-t-il ?» Et là, tu glisses subrepticement de quelque chose qui est effectivement du domaine de l'affectif et du perçu à quelque chose de rationalisé qui va autoriser le fait d'avoir une discussion sur ces sujets-là. Absolument. Moi, je m'interrogeais sur comment arriver à ce résultat, mais c'est vrai que j'ai eu des éléments de réponse dans ce qui a été dit précédemment sur l'imprégnation, parce que je me demandais comment on arrive à faire tout ça, mais je crois que la réponse sur l'imprégnation, sur la connaissance de l'organisation, voilà, c'est une étape fondamentale à mon avis. Tout à fait. Et si tu te souviens, on en avait parlé en cours autour de l'idée, il faut comprendre la culture dans laquelle, ou les cultures dans lesquelles le changement va se produire. Et un des éléments des cultures, c'est effectivement le fait d'être prêt au changement ou que le changement soit « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Oui, la maturité du changement est un sujet vachement intéressant en conduite du changement et très utile à regarder pour ton organisation ou en tant que consultant à faire assez tôt un diagnostic de maturité. Merci Patrick.